Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Votre émission d'actualité où on va analyser, réfléchir sur l'actualité de la semaine. Et en campagne électorale, on a beaucoup de choses à dire. Et comme à chaque semaine, une personne extraordinaire est avec moi pour m'aider à analyser, à apporter son point de vue, sa sagesse, ses réflexions sur l'actualité de la semaine. Cette semaine, c'est M. Jules Simard. Bonjour, M. Simard. Salut Pierre, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? On est en forme, il le faut. On est tout près d'aller voir ce qui se passe dans le sud. Alors, on va aller voir ce qui se passe. C'est correct, ça, c'est correct. Est-ce que tu as passé un bel été? Oui, en fait, j'ai passé un été comme je voulais en avoir un, c'est-à-dire où je ne pus penser qu'à moi-même, se faire mes projets qui étaient que j'avais décidé de faire. Pas tous au complet, mais en bonne partie. Et un bel été où on a eu quand même ce qu'il fallait. Au niveau de l'information, c'était quand même relativement calme au cours de l'été. Se préparer à la campagne électorale. Exactement. Donc, tu sais, c'était ce sujet-là qui était en sourdine. Parfait. Donc, on va lancer ça et bien sûr, on va commencer avec la campagne électorale 2019, la campagne fédérale. N'oubliez pas, allez voter le 21 octobre prochain, c'est important. C'est votre droit. Si vous n'allez pas voter, bien, vous abandonnez, vous déléguez votre pouvoir là, à des gens qui vont en faire des fois peut-être ce que vous ne voulez pas. Fait que allez-y, c'est important. Surtout qu'aujourd'hui, c'est assez facile d'aller voter avec les votes par anticipation, etc. Là, on a tellement 3 semaines pour on parlait, hein, il est question de pouvoir voter aussi via Internet. Oui. Ça, c'est tout un débat là, qui s'enligne aussi là-dessus. Et je me souviens, quand j'étais jeune étudiant à l'université en sciences politiques, il y avait un professeur qui nous enseignait sur la politique américaine. Et on parlait à ce moment-là, on remarque qu'on est à la fin des années 70, on parlait à ce moment-là de la possibilité de pouvoir voter à partir de chez soi via un réseau qui n'avait pas encore été très, très bien inventé, mais qu'on pouvait peut-être, et on se posait des questions sur comment est-ce qu'on pourrait le faire. Je pense qu'aujourd'hui, on en est là. Quelques 40 ans. Ça C'est exactement ça, près de 40 ans après. Et de dire, on est capable donc de voter à partir de chez soi. Et ça permettrait de pouvoir se faire une idée puis une opinion et de pouvoir, oui, aujourd'hui, on va aller voter le 21 octobre. Mais là, tu peux peut-être aller voter un petit peu avant, dépendamment d'une disponibilité. En autant que ce n'est pas au premier jour du déclenchement de la campagne électorale. Il faut quand même, je pense, laisser le temps de voir qu'est-ce qui peut se faire. Moi, je trouve qu'il serait intéressant aussi, c'est qu'on pourrait ajouter un peu des référendums de consultation populaire. Parce que je vois ce qui se passe aux États-Unis. Quand tu vas voter, tu as aussi plein d'enjeux sur lesquels tu vas décider. En Suisse, il y a des référendums d'initiative populaire. S'il y a une pétition de 10 000 personnes, les gens ont le droit à demander un référendum au niveau national. Donc, ça nous permettrait d'être peut-être plus proche de la démocratie directe, bien, sans que ça soit ça, là, mais qu'on puisse au moins, ça donnerait de la légitimité à nos gouvernants sur certains enjeux, de voir qu'est-ce que la population pense vraiment. Si je voulais être méchant, je te dirais, oui, ça peut peut-être être quelque chose de peut-être plus sérieux que Facebook. Où est-ce que tu donnes... Je veux dire, ce que je veux dire, on sait que ces consultations-là se font dans un certain... Si tu t'en vas sur Facebook avec un paquet de commentaires qui se passent là-dessus sur des sujets qui peuvent être aussi des sujets très importants au niveau... Et c'est pas le problème. Il y a peut-être la discussion. C'est beaucoup l'algorithme, en fait, qui te réconforte dans tes opinions plutôt que de te confronter. Puis je pense que c'est simple le débat d'aller voir comment les autres pensent pour renforcer notre position. Tu sais qu'il y a une étude britannique qui est sortie dernièrement où on proposait aux gens, on va te payer, puis on va te parler pendant une demi-heure de l'opinion politique que tu n'as pas. OK. Et 80% des gens refusaient. On aime mieux être réconforté dans ce qu'on pense déjà que d'être confronté et peut-être faire évoluer notre pensée ou essayer de comprendre comment les autres qui ne pensent pas comme nous pensent. C'est inquiétant, mais on voit que c'est ça qu'on fait avec les médias sociaux. Oui, intéressant cette étude-là. Oui, vraiment, vraiment intéressant. Bon, allons-y, les élections fédérales. Là, la semaine dernière, avec Joanie, on a parlé des grands partis de ce qui se passait au niveau national. Maintenant, j'aimerais ça qu'on ramène ça au niveau du comté. Comté Lac-Saint-Jean, quels sont pour toi les enjeux primordiaux
pour le comté et pourquoi et qu'est-ce qu'on devrait faire? Je pense qu'on en est encore dans le type des élections où on a à s'indiquer quelle est la personne qui va peut-être être le mieux nous représenter ou faire avancer nos idées. Au-delà de dire, on en est donc encore à un vote personnalisé, dans mon esprit à moi, là, à un vote personnalisé au lieu d'être un vote d'idées ou d'opinion sur qu'est-ce que ça nous prendrait collectivement pour pouvoir nous faire avancer et quel est le meilleur des partis. Donc, on va peut-être être encore dans un type d'une élection où on va aller sur la personne, les personnalités qui se présentent, plus que les idées. Il ne faut pas oublier que dans le comté de Roberval, que tu sois en élection provinciale, mais surtout au niveau des élections fédérales, cette notion de voter pour quelqu'un que nous connaissons ou que nous avons pu connaître. Et j'ai toujours en tête la fameuse question C.A. Gauthier. Ouais. Tu sais, on votait C.A. On n'a jamais voté créditiste dans le comté Roberval au fédéral. Bien là, on parle de Lac-Saint-Jean, mais c'est la même affaire. On votait C.A. Et peu importe, là, parce que lui s'occupait des problèmes d'assurance chômage de tout le monde, tu n'avais pas de trouble, tu avais qu'à l'envoyer. D'ailleurs, je pense qu'il y avait des attachés politiques qui s'occupaient exclusivement de ça dans le temps pour pouvoir en mettre. Ah, ce phénomène-là est resté. Regarde, tu as eu la même affaire aussi avec Denis Lebel. Oui. La première fois, donc, on vote pour un candidat, un connaît, qui peut prendre le pouvoir, puis qui pouvait être au pouvoir. Dans le temps, ça a été l'élément. Tu as eu la même affaire avec Michel Gauthier. On votait Michel Gauthier. Oui, on a voté pour le Bloc, mais on votait Michel Gauthier. Et tu comprends, au fédéral, cet élément-là entre beaucoup en ligne de compte lorsque vient le temps de voter. C'est peut-être une façon de se rapprocher de ce pouvoir politique. Ouais, parce que peut-être qu'on trouve ça loin à Ottawa, que les enjeux canadiens ou de l'Ouest nous touchent peut-être moins. Puis on le sent, là, en campagne, ça revient toujours. On sent qu'au Québec, il y a des positions qui sont vraiment divergentes en lien avec certaines parties du Canada, ou c'est eux qui sont divergentes avec nous. Là, je ne veux pas avoir un jugement de valeur là-dedans. C'est normal à la grandeur du pays qu'on a. Puis on veut des gens qui vont être capables de défendre nos enjeux. Puis, il y a tout le lien avec le parti, parce qu'il y a des partis qui ont une certaine idéologie ou des points de vue que beaucoup de députés vont avoir de la misère à défendre. Oui. Alors, c'est pour ça que je te dis, fort probablement, quand on parle d'enjeu principal dans le comté de Roberval qui va être en élection, donc, au départ, c'est la personnalité ou la façon de se présenter de la part des candidats. Après, oui, tu regardes qu'est-ce que le parti peut amener. Est-ce que les gens vont se dire, bon, on vote pour le Parti conservateur qui, au-delà donc, du candidat ou de la candidate qui est présente, est-ce que l'idéologie de base de ce parti-là est peut-être celle qui correspond le mieux? On y réfléchit, mais moins que c'est qui la meilleure personne. On se comprend bien. En tout cas, c'est mon analyse. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est toujours la réalité. Les enjeux qui risquent de s'inviter, bon, l'économie, c'est un classique, c'est toujours là, mais on va peut-être plus l'aborder en lien avec la pénurie d'emploi, l'immigration, les enjeux aussi sociaux face à est-ce qu'on fait un déficit ou est-ce qu'on équilibre le budget, mais il va falloir couper quelque part. Mais tu comprends, cette préoccupation-là, oui, elle va être présente dans l'ensemble de la campagne électorale fédérale, mais dans le comté Roberval, là, tu sais, je me dis, je vais voter là, au fédéral. Est-ce que je vais voter pour le fait que l'immigration puisse être favorable à mon coin, avec ou encore est-ce que des problèmes. Tu sais, on parlait tout à l'heure avec Joanie, on discutait d'un des éléments. On a la présence des Autochtones dans le comté de Roberval. Est-ce que cet enjeu-là pourrait être présent? Parce que là, nous sommes préoccupés, là. On a quand même une préoccupation. Est-ce que cet enjeu-là pourrait être mis de l'avant et est-ce qu'on va certainement devoir demander quand même à tous les candidats, et ça, c'est notre rôle comme journaliste de pouvoir être capable de le faire, qu'est-ce que vous
penser de cette présence-là et est-ce qu'on a moyen d'améliorer les relations? Parce qu'on le veut ou non, on a fort probablement nos relations aussi amenées. Alors, j'amène cet élément-là en disant, oui, la préoccupation des enjeux m'apparaît difficilement cernable et c'est fort probablement pas nécessairement les enjeux ou la position sur les enjeux qui peut être déterminante dans le choix de l'électeur. Mais c'est vrai que des fois, les enjeux, on les trouve loin, puis en même temps, on fait beaucoup des campagnes de chefs, des campagnes de partis. Oui. Ce qui fait que ça diminue la portée de la campagne aussi pour les... Tu sais, l'espace médiatique, là, on le sait, là, est beaucoup occupé par les chefs, les grands partis, etc. C'est ça. C'est pour ça que les enjeux, je dirais, regarde, ici, dans le comté de Roberval, là, on a quelqu'un d'allemand là, qui vient de s'annoncer. On va en parler des candidats. Oui, on va faire le tour des candidats. Qui vient de s'annoncer au niveau du NPD. On était en attente là, de savoir qui serait là. Tu sais, est-ce qu'on va faire la vague orange? C'est drôle. Et moi, dans le comté, là, tel que je vous vois pour l'électeur, ce n'est pas ce qui est le plus déterminant. Ma dernière question, avant qu'on parle de chacun des candidats, c'est quel type de campagne tu penses qu'on va avoir au niveau local ou même national? On sait que par le passé, on a vu beaucoup de campagnes négatives. Donc, on passe plus de temps à essayer de détruire les autres candidats, souvent avec des arguments là, de bas étage, là, plutôt que de valoriser ce qu'on veut faire. On a souvent dit que c'est ce qui avait fait gagner Justin Trudeau à la dernière élection, qui avait fait une campagne positive. On a vu ce qui se passe aux États-Unis, d'où viennent d'ailleurs ces campagnes négatives. Là, nous, on fait un peu du copier-coller là-dessus. Penses-tu qu'on va y aller dans le salissage encore ou qu'on va être plus positif dans cette campagne-là? Je pense ça dépend qui peut déterminer et ça revient peut-être à des éléments d'enjeu comme on avait tout à l'heure. J'ai en tête actuellement toute la problématique des producteurs laitiers. OK? Tu es dans le comté Roberval et je dis toujours comté Roberval, mais dans le comté Lac-Saint-Jean. C'est quand même quelque chose d'important, cet élément. De quelle façon, eux, vont peut-être intervenir? C'est donc à dire qu'ils peuvent nous amener une préoccupation qui est peut-être davantage locale et qui peut peut-être influencer le vote et les enjeux, dépendamment de ce que les candidats auront à se positionner là-dessus. Il y en a qui vont peut-être avoir rien à dire ou il y en a qui vont peut-être avoir des choses plus superficielles à dire. C'est pour ça que ce genre de choses-là peut amener, oui, une campagne, je dirais quand même peut-être plus positive dans le sens où on va être en recherche solution sur une problématique et on va proposer des choses au lieu de dire que tel candidat ne peut pas faire ça parce qu'il a tel problème avec son épouse ou son époux. Alors, c'est pour ça que ça pourrait être plus déterminant, mais au départ, je ne m'attends pas à avoir une campagne électorale où on va... la question des enjeux peut être... peut-être regarder l'avantage de la personnalité. Oui, c'est très je suis désolé de radoter, mais c'est le point sur lequel... Regardons maintenant les candidats qu'on a dans le comté. Candidat sortant, Richard Hébert, Parti libéral du Canada. Lui, bien sûr, il a à défendre son bilan, le bilan de son gouvernement. Comment tu le qualifierais? Qu'est-ce que tu penses de ce candidat? Bien là, on va regarder l'élément dans un premier temps en se disant que à la dernière élection fédérale, les gens du secteur de la MRC de Maria-Chapdelaine ont voté en grande majorité pour le candidat qui était de leur coin, soit Richard. Dans la MRC du Domaine du Roi, on avait voté pour le candidat. Et quand tu fais l'analyse des résultats, là, c'est assez déterminant. Le candidat conservateur est originaire du secteur de Roberval. Les gens de ce secteur-là, on va donc davantage donner leur préoccupation à ce candidat-là qui était... Et à Alma, on avait un candidat qui est du Bloc québécois qui était originaire d'Alma et qui avait permis d'aller chercher à Alma, là aussi, une bonne proportion du vote en sa faveur. Ouais.
Ce qui avait fait en sorte que, oui, on avait une répartition des votes par rapport au candidat qui était là, un peu plus orienté sur, donc, la personnalité du candidat et de la candidate et du travail qu'ils avaient à faire. Et ça l'a amené, et je reviens à Richard, qui, pendant l'année et demie où il a été représentant notre député à Ottawa, et Richard a eu, de la part des gens qui sont dans le secteur sud, j'ai en mémoire, entre autres, la fameuse question de Desbiens quand ils avaient fait leur tournoi international de pétanque, où est-ce que le maire de l'endroit avait dit à au député Richard Hébert, « Ben, tu n'es pas occupé bien de nous autres pour avoir de l'argent pour pouvoir faire organiser cet événement-là. » Donc, il a fallu qu'il se défende là-dessus, mais je pense que Richard a donné ce qu'il avait à donner, effectivement, comme réponse et comme particularité. Mais tu vois, ce phénomène-là est encore là. J'appelle pas ça une guerre de clochers, là, mais j'appelle ça un esprit de clocher à chacun de ces secteurs. Donc, Richard va encore être aux prises avec cet élément-là dans le cadre de la campagne électorale qui s'en vient. Et on va plus regarder Richard comme étant quelqu'un qui vient du secteur de Dolbeau-Mistassini que quelqu'un qui est du Parti libéral. Je pense. Puis le fait qu'il y a deux candidats qui viennent d'Alma, donc le bloquiste et le conservateur, est-ce que ça pourrait jouer en sa faveur ou en sa défaveur? Je pense que ça pourrait jouer en sa faveur dans le sens où dans le secteur de Roberval, là, les gens vont se dire, on va où, là, nous autres, là? On s'en va où? Est-ce qu'on s'en va pour faire en sorte que... parce que Richard, qu'on le veuille ou non, là, quand tu es député, là, tu travailles pour l'ensemble de ta population. Là. Tu sais, je veux dire, tu vas peut-être avoir un dossier qui va peut-être moins aboutir ou avoir moins de résultats, mais c'est pas parce que tu es de Dolbeau-Mistassini que le dossier de Roberval n'a pas pu avancer. Là. Tu comprends? On se comprend bien. Il a travaillé pour le faire. Alors, ce phénomène-là, je pense que donc la balance du pouvoir pourrait peut-être à ce moment-là se retrouver dans le secteur de la MRC du domaine du roi, ce qui favoriserait, je pense, pourrait favoriser Richard. OK. Maintenant, Jocelyn Fradette du Parti conservateur du Canada, bien connu surtout dans le secteur d'Alma, qui est conseiller municipal là depuis longtemps, enseignant là-bas, il habite là-bas. Que penses-tu de la candidature de M. Je le connais moins. Personnellement, je le connais moins. Je pense qu'il se devra de présenter comment est-ce que lui, il va falloir qu'il amène les propositions que le parti amène pour aider à la solution de l'ensemble des problématiques qu'il y a. Alors, il va falloir qu'il, je pense, je ne suis pas son stratège politique, mais je jouerais peut-être la carte de dire, bon, ben oui, les conservateurs veulent tel et tel élément pour aider à la solution d'un enjeu. Puis en même temps, il doit s'éloigner de certaines positions de son parti qui ne sont pas très populaires au Québec, non? Fort probable, mais ça va dépendre qui va les amener. Oui. Tu sais, je veux dire, lorsque tu vas discuter avec ton électorat en faisant ton porte-à-porte, ne l'amènera pas, toi, là. C'est ça. Tu vas lui dire, bon, ben garde. Nous autres, là, c'est la question du lait, là. Hein? Voilà notre position. Oui, bon, bien, on permet, les conservateurs permettent la libre concurrence et l'accès au marché canadien par les Américains peut-être plus facilement que ce que les libéraux ont. Il va être obligé de défendre cette position-là, qu'on le veuille ou non. Et il peut, par ailleurs, personnaliser son intervention en indiquant « Oui, bon, mais regarde, tu vois, moi, là, par rapport aux conservateurs, sur cet élément-là, j'ai quand même des doutes. Je pense qu'il faut qu'on ait quelqu'un qui interviendrait, si nous avons un gouvernement majoritaire conservateur, qui pourrait intervenir en voulant atténuer cet élément-là pour faire la proposition qui est des conservateurs, pour faire en sorte qu'on puisse être en mesure. Donc, élisez-moi et je pourrais le faire. Je pourrais être un peu votre porte-parole là-dessus pour pouvoir en amener à influencer la décision finale. C'est un peu le rôle du député, est aussi dans ce sens-là. Alors, tu comprends, s'il joue ces types de cartes-là, il va donc personnaliser son intervention comme candidat ou comme député, mais l'amener
avec quand même la position du parti qu'il va falloir qu'il mette peut-être un petit peu plus de l'avant. Parfait. Maintenant, au Bloc québécois, Alexis Brunel-Duceppe. Bon, lui, on sait que... comment je pourrais dire? Son père est mythique, son grand-père l'est encore plus, selon moi. Non, mais il y a quand même de gros souliers à chausser à cause qu'il porte le nom des Duceppe, là, aussi, puis qui représente le Bloc québécois dans un comté reconnu pour d'être nationaliste, là, historiquement parlant. Là. C'est quoi ces enjeux? Est-ce qu'il va encore être obligé de défendre l'utilité du Bloc? Tu sais, c'est toujours un peu les mêmes questions qui reviennent là, avec le Bloc québécois. Le premier élément, c'est que, bon, lui, je le connais pour l'avoir rencontré, là, OK, je le dis carrément. C'est quelqu'un qui, actuellement, est un travailleur à l'usine Résolu à Alma. OK? Donc, c'est quelqu'un qui, la réalité des travailleurs, il la connaît davantage pour pouvoir être lui-même en étant un, là, directement. Ce n'est pas un gestionnaire en soi, c'est véritablement un travailleur sur le terrain et un employé dans une usine. Cette chose-là, je pense qu'il va falloir qu'il la joue. OK? Il la joue au-delà de dire parce qu'il peut. Donc, se présenter comme un peu, même s'il n'est pas un syndicaliste, comme un peu le porte-parole des travailleurs à l'intérieur d'un gouvernement fédéral et du Bloc québécois. Donc, puis aller un peu sur le terrain du NPD, aller chercher un peu... Exact. D'ailleurs, il va falloir que ça joue dans ce sens-là pour être en mesure d'aller chercher la préoccupation, donc, du milieu industriel des employés, des travailleurs, pardon, dans le milieu industriel. S'il joue cette carte-là, il peut être en mesure de pouvoir percer au-delà d'Alma et d'être dans les deux autres MRC et de jouer un rôle. Est-ce que ça va être suffisant pour que le Bloc québécois soit réélu dans le comté Nord-Verval? Je ne le sais pas, mais en tout cas, moi, ce serait cette carte-là que je jouerais davantage. Il reste que, oui, la défense des droits du Québec à Ottawa. Hey, tous les députés qui se présentent, là, que je sois conservateur, libéral ou NPD, Colin, c'est ça que je vais aller défendre, moi, à Ottawa. C'est les intérêts de mes combattants, les intérêts des gens qui sont dans mon comté et ça doit être défendu. Or, cette thématique-là n'est pas suffisante. OK? Et la thématique... Exact. Et la thématique de la défense de nos droits, donc, n'est pas exclusive, malheureusement, au Bloc québécois. Alors, tu comprends, il va falloir qu'il s'en tienne à un point plus particulier et qu'il, entre guillemets, personnalise son intervention dans le débat de par sa personnalité, de par ce qu'il fait, de par son passé de travail. Et au-delà de ce que son père était et de ce que son grand-père était aussi. Mais je ne pense pas que ça va nécessairement jouer. OK? On ne votera pas pour Alexis Brunel-Duceppe parce que Gilles Duceppe est son père. Non. OK? Ça n'aura pas, même s'il y a toute cette aura de son père qui est dans le décor. Puis d'ailleurs, je pense que lui-même, c'est... Gilles, je parle de Gilles Duceppe, ne veut pas non plus intervenir à ce niveau-là. Il ne veut pas se faire instrumentaliser. Exactement, ne veut pas parce que ce n'est pas lui qui se présente, c'est son fils, et son fils peut se présenter avec les idées qu'il veut amener pour aider. Alors, je pense que c'est un peu plus là-dessus. Tu sais, je veux dire, un dossier comme l'agriculture ou les producteurs laitiers dans le lac Saint-Jean pourrait être un dossier sur lequel il peut amener des idées en disant, bon, mais si par contre on intervient de cette façon-là, qu'on force le gouvernement, parce qu'il ne formera pas le gouvernement. Non, c'est donc, il ne peut pas avoir une influence directe sur le gouvernement, mais il peut avoir une influence indirecte comme parlementaire en forçant effectivement des prises de position qui vont être dans le sens qu'il va avoir
Moi, je pense que s'il jouait cette carte-là, donc ses chances sont peut-être plus grandes. Jean-Simon Fortin, NPD. NPD, ça va pas... Ben, en tout cas, là, ce que les sondeurs tendent à nous dire, c'est que la campagne ne va pas très bien. D'ailleurs, ce que j'avais remarqué, je ne sais pas si tu as remarqué, le lancement de la campagne électorale, tous les grands partis ont débuté leur campagne dans un comté du NPD, même le NPD. Non, mais ça démontre aussi qu'il y a quelque chose. Oui. Qu'est-ce que tu penses des valeurs des forces du NPD? Est-ce que c'est quelque chose où ça devient marginal dans un comté comme Lac-Saint-Jean? Je ne connais malheureusement pas, mais alors, quasiment, on m'a dit, comme on dit, ni d'Ève ni d'Adam, le candidat. On va le connaître. Ans, je pense. Oui, c'est ça, c'est un jeune candidat. Est-ce que le fait que ce soit un jeune candidat, il va influencer le vote des jeunes à cette élection-là? Peut-être. Parce qu'on sait que bientôt, les milléniaux vont être les plus nombreux à voter. Exact. Et puis, les enjeux de l'environnement, c'est important, les mesures sociales. Fait que peut-être que ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Fort probablement que... Écoute, s'ils sont en difficulté, je pense que lui-même va en avoir. OK? Malheureusement, je ne connais pas l'individu, mais le simple fait, bon, à 21 ans, comme tu dis, il y aurait peut-être cet élément-là qu'il pourrait jouer dans la personnalisation du débat nécessaire dans le comté Roberval. Et s'il pouvait être en mesure de pouvoir la jouer adéquatement, bon, me dire, bien écoutez, moi, la préoccupation de l'environnement, c'est pas juste une question de génération, c'est une question, tu comprends, faire référence toujours à cet élément-là pour amener comme des idées nouvelles à être nécessaires. OK. Julie Gagnon-Bond, Parti vert. C'est marginal. Qu'on le veuille ou non, là, le Parti vert dans le comté Roberval a toujours été vert, je pense, a toujours été marginal. Et ça permet... Parce qu'on voit que les intentions de vote partout au Canada ont vraiment monté, ils ont plus que triplé. On est rendu à 10-11 d'intentions de vote dans certains endroits. Là. Je pense que Mme May a eu la main heureuse. Moi, je pense que c'est un changement de génération. Exactement. Dans le choix aussi de certaines têtes d'affiche. Elle a eu la main heureuse qui viennent l'aider à cela. Ça permet de redonner une forme de crédibilité à l'intervention, aux interventions des Verts. OK? On a souvent dit, c'est bien beau être vert, là, mais être vert puis pas avoir de pain dans son assiette, c'est peut-être pas nécessaire. On a longtemps et on pense encore. Oui, c'est leur défi, c'est de se démarquer au-delà du côté environnemental. Exact. Et d'indiquer que fort probablement, tu sais, je veux dire, quand ils répondent actuellement, écoutez, l'économie verte, là, ça existe. Et si on veut y aller, puis il faut qu'on prenne le choix d'y aller. Le jour où on va avoir pris le choix d'y aller, oui, ce parti-là devient l'alternative à ce moment-là. Pour le comté Roberval, en tout cas, madame va certainement être en mesure de pouvoir faire une marque. Attends, est-ce que ça va être en augmentation des intentions de vote ou pas? Je ne sais pas. Et finalement, Danny Boudreau du Parti populaire du Canada, parti de Maxime Bernier. OK. Là, pour répondre à la question, je suis quasiment obligé d'aller dans mes opinions personnelles, puis je voudrais pas. Okay, non, mais c'est correct, mais le candidat... non, je pense pas que ça... Ça puisse... pas d'incidence. Non, je ne pense pas. Le vote, entre guillemets, de type conservateur va aller au candidat du Parti conservateur, n'ira pas à ces gens-là qui sont trop droitistes. Tu ne penses pas que le fait que Maxime Bernier peut aller au débat des chefs, les gens vont l'entendre, ça pourrait nuire, entre autres, au Parti conservateur? Parce que la droite, plus à droite que le Parti conservateur, qui essaye d'être plus centriste pour aller chercher le plus de monde, pour devenir le gouvernement, il pourrait perdre des gens pour aller vers le Parti populaire. En voulant je vais être méchant pour répondre à la question, la personne qui va y nuire le plus, qui va nuire le plus à son parti, c'est sa participation lui-même à ce débat-là. Il ne donnera rien. Je veux dire, Maxime Bernier, il a des positions qui font en sorte que, oui, tu as une partie de la droite au Canada qui estime qu'il faudrait embarquer avec lui, mais c'est tout de même une partie de la droite. Ce n'est pas... c'est l'extrême droite, là, c'est drôle à dire, mais l'extrême droite au Canada... D'ailleurs, il y avait un professeur en sciences politiques qui il nous enseignait les partis politiques et
à un moment donné, il nous parlait des conservateurs à Ottawa, des libéraux. Tout d'un coup, il commence à parler des conservateurs à Ottawa. Il arrête de parler. Hey, il dit, avez-vous déjà remarqué? Il dit que les conservateurs ne se sont jamais appelés le Parti conservateur au Canada. Le Parti progressiste conservateur, dans le temps, c'était les progressistes conservateurs. Et il dit donc, pour moi, il dit être conservateur. Il dit, ça se peut pas au Canada. Et il avait continué son cours. Mais cette réflexion-là m'a toujours un peu marqué dans le sens où, oui, je suis un conservateur. Non, je ne suis pas je suis quelqu'un qui préconise que des idées à caractère conservatrice doivent être prises de l'avant pour aider à l'avancement de... Or, ça, c'est drôle, Maxime Bernier, on n'est pas capable d'avoir la crédibilité. Moi, en tout cas, je ne la sens pas. Je te dis, je ne la sens pas. Et je ne pense pas qu'il puisse, naturellement, aider M. Boudreau. J'espère que les résultats de l'élection vont être différents de mon analyse là-dessus. C'est correct, on en reparlera après les élections. Hey, nous, on prend une petite pause, on vous revient dans quelques minutes. À tout de suite. Bonjour et bienvenue à la 5e saison d'Électron Libre. On pensait jamais se rendre aussi loin. On est de retour de la pause. J'espère que vous en avez profité pour faire quelque chose d'intéressant. Nous, on revient avec des nouvelles de notre analyse qui, j'espère, sera intéressante pour vous. Revenons maintenant au niveau local. À Dolbeau-Mistassini, on a décidé d'avoir une politique de l'arbre. Oui, ça a été adopté en conseil municipal cette semaine. En fait, c'est pour favoriser le milieu de tout le secteur de la ville de Dolbeau-Mistassini, d'avoir la présence de plus en plus soutenue de la forêt ou de l'arbre sur ton terrain. Oui. Donc, d'amener à ça... J'ai planté 70 arbres cette année sur mon terrain. Ben, tu vois, et malheureusement, c'est pas Dolbeau-Mistassini. Non, malheureusement. Et Taurine. Mais donc, c'est pour favoriser. On est quand même très, très dépendant économiquement du milieu de la forêt. Or, c'est une façon plus que symbolique de pouvoir être en mesure de dire, oui, dans notre milieu, la forêt, les arbres, c'est important
tant au niveau environnemental qu'au niveau économique, il va sans dire, mais on favorise donc l'implantation. Alors, c'est donc à dire, entre autres, je vais donner un exemple, et c'est un exemple qui avait été emmené par les conseillers lors de la présentation. T'as un pin, une épinette sur ton terrain. Ouais. Bon, il commence à être un peu âgé, puis tout le kit, il te prend pas mal de place, puis tu veux l'abattre. Eh bien, il va falloir que tu obtiennes maintenant un permis avant de l'abattre. Si on estime que, bon, il n'y a pas de nuisance en soi avec ton arbre, on dit on va essayer de le conserver, donc on ne t'accorderait peut-être pas à ce moment. Et si on te l'accorde, mais on va dire, écoute, c'est correct, t'en replantes un autre. Ouais. OK? Alors, c'est ce genre d'action-là. Ça, c'est sur tout le territoire de Dolbeau? Dans la ville de Dolbeau. Parce que moi, j'ai habité à Beauvoir longtemps, puis moi, je trouvais ça effarant, là, le monde sur le bord du lac qui coupe les arbres pour avoir une vue, puis après ça, se plaignent qu'il y a de l'érosion. Je veux dire, à un moment donné... tu as le phénomène aussi des algues bleues qui entrent en ligne de compte là-dessus, où est-ce qu'on favorise, on a voulu favoriser, au-delà de la politique de l'arbre, qu'on veut favoriser la végétation pour arrêter justement cette érosion-là. Le phénomène, donc, c'est de permettre... c'est plus que ça, je trouve ça correct, moi, comme action. Ça démontre on va dire comme Patrice Bouchard disait, que la Ville veut se montrer comme étant un peu un leader dans l'élément de la conservation. Oui, puis les arbres, ils captent le carbone. Exact, ça a que des bénéfices. Là. Exact, c'est ça. Alors, oui, chapeau, oui, je trouve ça correct. Là, j'ai pas d'arbre à faire abattre, là, ça fait que j'ai pas trop de troubles. C'est correct, ça. Restons dans l'arbre. L'utilisation du bois dans les édifices municipaux. Encore là, Dolbeau-Mistassini veut se mettre oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu une adoption ou est-ce que d'une résolution qui a fait en sorte que la municipalité, maintenant, et c'est dans le cadre pour faire suite à la question de la politique de l'arbre dans la municipalité, de faire en sorte que tout projet de construction d'édifices publics dans le secteur de Dolbeau devra faire l'objet d'une étude spécifique par l'utilisation du bois pour sa réalisation. OK? Or, cette résolution-là lie donc les conseils municipaux, quand ils sont en appel d'offres, de pouvoir demander qu'il y ait une réponse à ça. C'est-à-dire, est-ce que l'utilisation de l'acier dans le montage d'un aréna est peut-être nécessaire, mais aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui avaient été passées, entre autres, qui avaient été travaillées beaucoup par Denis Trottier dans le temps, donc par l'utilisation du bois dans les édifices publics, qu'on ait une proposition aussi là-dessus, au lieu de l'acier. Cette politique-là, cette résolution-là, va aussi être acheminée à l'ensemble de toutes les municipalités du Québec, où on va inviter l'ensemble de toutes les municipalités du Québec à, justement, faire en sorte qu'on puisse avoir une obligation d'avoir l'utilisation du bois aussi dans le cadre du projet, donc une analyse de coûts et de possibilités d'ingénierie qui pourront se faire pour pouvoir être en mesure de favoriser l'utilisation du bois. Alors ça, je trouve que c'est un geste politique et conséquent, important dans le cadre des lois existantes au Québec et aussi d'une gestion qui tient compte de c'est quoi ton milieu, c'est quoi ton milieu de travail et de vie. Et l'utilisation du bois. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper encore davantage d'arbres, ça veut dire que les arbres qu'on coupe peuvent être utilisés à des fins de construction de projets aussi davantage pour les édifices publics. C'est permis maintenant. Le Code du bâtiment a été changé depuis l'adoption de la loi qui avait été soumise par Denis. Or, ces éléments-là, c'est conséquent avec ce qu'on veut faire avec l'utilisation de la forêt, je pense. Toi, personnellement, tu vois ça comment? Moi, j'ai toujours trouvé que c'est une bonne idée. Je veux dire, on fait de l'exploitation forestière,
Premièrement, c'est que le bois, c'est une ressource qui est renouvelable. On l'exploite, ça fait travailler des gens chez nous. Puis, entre autres, le béton qu'on pourrait prendre, mais ça prend beaucoup de sable. Puis le sable devient une denrée qui est environnementalement menacée. Là. On ne le sait pas assez, mais c'est la deuxième ressource la plus utilisée au monde, le sable. Là. Fait que moi, je trouve que c'est une bonne idée. Puis en plus, on va te le dire, c'est beau un bâtiment en bois. Ben oui, tu as une chaleur là-dedans. Hein? Non. Même, tu sais, quand tu vas dans ta maison actuellement, tu entres chez toi, c'est du placo-plâtre que tu vois sur les murs. Pas chez nous. Pas chez vous, mais c'est ça. Moi, au niveau de mon chalet, j'ai construit 100% bois. C'est drôle, quand tu rentres à l'intérieur du bâtiment, on dirait qu'il y a une chaleur, même s'il fait frais, une chaleur qui existe. Puis il y a de la sculpture naturelle dans ta maison. Ouais. Même la fente qui existe par rapport au fait que ton bois s'est rétréci en séchant, je veux dire, il te fait des dessins dans ta maison. Non, je pense qu'il faut effectivement être en mesure, de féliciter, je pense, le conseil, d'avoir mis ça de l'avant. Bien, ça coûte un peu plus cher. Oui, mais clairement, sauf qu'à un moment donné, c'est aussi d'être conséquent avec tes positions. Tu sais. Ah oui. On se dit, on veut défendre l'industrie forestière, bien là, on va la valoriser, pas juste la défendre. Exact. C'est conséquent, puis c'est ce qu'on se demande à nos conseillers municipaux. Puis dans le cadre d'une saine gestion des deniers publics, le fait que tu aies devant toi deux propositions pour un même projet, un avec l'utilisation de l'acier et du béton, puis l'autre avec aussi du bois, ça permet de se dire, y a-t-il une grande différence de coût? Et s'il n'y a pas une grande différence de coût, et de plus en plus d'ailleurs, on s'en rend compte qu'il n'y en a pas une aussi grande que ça, or, ça permet de faire en sorte d'avoir un préjugé favorable à l'utilisation naturellement. Oui, puis il y a plein d'avantages, là, c'est ça qu'il faut compter aussi. Pointe-Langevin, tu voulais me parler de la Pointe-Langevin? Oui, en fait... pas tant qu'à parler d'arbres coupés. Oui, mais il y a aussi la problématique de la présence du confin des Deux-Rivières et l'utilisation des barrages sur la Péribonka. En tout cas. Et les arbres qui ont été coupés pour offrir une belle vue. Probablement. Il reste que ce qui est arrivé là-dessus, c'est que, à chaque année, depuis, on a pu obtenir une aide financière gouvernementale pour pouvoir le réaliser aussi cette année. On fait ce qu'on appelle des relevés de données sur où en est rendue l'érosion de la pointe. Or, on vient d'avoir les derniers résultats qui ont été faits cette année qui indiquent que le secteur actuellement qui est couvert au niveau de la sécurité, où est-ce que, on ne peut plus aller sur ce point-là, va rester identique. C'est-à-dire que ça n'a pas bougé. Or, si ça n'a pas bougé, ça permet de faire en sorte, on avait bien peur que deux des résidences qui sont actuellement soient maintenant dans la nouvelle ère de protection, mais non, on peut être en mesure de conserver. C'est une bonne nouvelle en soi. Ça ne règle pas le problème ou ça ne règle pas le fait que ce que les propriétaires dans le secteur de Vauvert ont toujours dit, il y a aussi le fait de la présence donc, des Deux-Rivières et le confin des Deux-Rivières qui fait en sorte que ce n'est peut-être pas la petite Péribonka qui est la problématique, mais la grande Péribonka qui est la grande problématique de l'érosion. Et comme c'est la grande... Et que Rio Tinto dit, non, regarde, nous, on a fait des études, puis l'étude là, qui fait en sorte que il y a une problématique, c'est la petite Péribonka qui amène trop d'eau, puis qui fait ça. Or, ça, là-dessus, ça a toujours été contesté, naturellement, par les propriétaires, mais scientifiquement, c'est ce qu'il y en a. Or, ça l'amène aussi, on sait que depuis plus d'un an maintenant, la municipalité, la ville de Dolbeau-Mistassini s'est mise à côté de ces propriétaires-là pour essayer de négocier avec Alcan, Rio Tinto, pour pouvoir être en mesure d'avoir une solution peut-être permanente ou de reconnaître que s'il y a une responsabilité
de la présence des barrages donc, sur la Grande Péribonka qui amène de l'eau le début de la rivière trop élevé à certaines périodes de l'année. Si ça, c'est quoi la solution qui peut y amener? Ce que l'on sait aussi, c'est que la municipalité, la ville, pas la ville, mais le ministère de l'Environnement est actuellement interpellé pour pouvoir être en mesure de faire réaliser une étude sur c'est quoi la vraie conséquence, ou pas la conséquence, mais la vraie cause, pas la conséquence, la cause de cette fameuse question de l'érosion. Si c'est les arbres, ça serait les arbres. Non, mais c'est pas les arbres qui créent l'érosion, mais les arbres protègent le terrain contre l'érosion. Est-ce que c'est à cause de ça que ça s'érode plus? En tout cas, il devrait y avoir... Là-dessus, il n'y a pas de décision de prise, mais c'est ce qu'on essaye d'avoir pour pouvoir être en mesure de tabler sur des solutions long terme. Si c'est de tout replanter la pointe, mais d'ailleurs, il n'en reste plus. Mais c'est parce qu'il est trop tard. Là. De replanter, il faut que les arbres soient matures. Là. C'est les arbres qu'on a coupés étaient là l'erreur. C'est ça. Skidoo phase 2, j'aime ça appeler ça Skidoo phase 2. On sait que la passerelle du 49e parallèle, c'était un grand succès. Cet investissement-là a fait exploser l'économie touristique en lien avec la motoneige dans le secteur. Et là, on serait prêt à entamer la phase 2. Est-ce que tu as des détails? C'est quoi la phase 2? La phase 2, c'est d'aller de traverser Péribonka pour aller jusqu'au Mont-Valais. Oh, oui. Tu sais, pour permettre un circuit au nord du 49e parallèle qui permet d'aller parce que le Mont-Valais, c'est aussi une destination pour la motoneige importante. Alors, on en est à... ce qui a été décidé au niveau de la MRC, ça a été de faire en sorte qu'on aille en appel d'offres pour pouvoir être... pas pour la construction, mais pour la réalisation des devis. OK? Donc, ce serait quoi, un pont sur le... oui, c'est ça. Et je pense qu'il y en a plus qu'un. Il faut que tu mettes ou des passerelles, là, comme on a fait pour la 49e. Surtout que c'est pour la motoneige et le quad. Oui, c'est ça. Voilà, donc, pour identifier... On parle... Il a été question de chiffres, là, mais de mémoire, je m'en souviens. On a parlé de 6 millions de dollars pour réaliser le premier tronçon, la première phase. Je pense que la deuxième phase, écoute, je te le donne de mémoire, là, mais je peux me tromper, mais on parle entre 3 et 4 millions de dollars pour pouvoir faire ça. On ne le sait pas, donc c'est pour ça qu'on demande une étude plus approfondie et voir à quel endroit exactement ça pourrait passer et le faire. Alors, ça permettrait donc une connectivité entre deux destinations touristiques hivernales de pouvoir... Ça renforcerait l'idée qu'on est la destination de choix dans le monde pour faire des motos. Dans la région. Ouais. Dans la région, avec la région. Oui, la région complète, mais oui, parce que là, on a des secteurs, mais tout le monde vient ici capote sur nos sentiers. On va voir, là, on en est donc... oui, je pense que dans l'idée de pouvoir développer le tourisme hivernal davantage, ça représente un des atouts, je pense, que la région pourrait se donner, et en particulier à la MRC de Maria-Chapdelaine. Oui, mais moi, j'étais le premier à avoir des doutes sur ce projet, sur la phase 1. J'étais là, ouais, c'est-tu encore... Mais non, au contraire, là, les résultats sont probants, là, que ça a été vraiment un ajout majeur là, pour le tourisme, entre autres, dans le secteur. Parlons de... on va rester un peu dans le tourisme. Le bleuet est notre icône. Hein? Mais la saison du bleuet, cette année, on parle de récolte pas très bonne en 2019. On parle surtout aussi beaucoup de pénurie de main-d'œuvre. On n'a plus de cueilleurs. On n'a plus de cueilleurs dans le bois. On n'a plus de cueilleurs dans les bleuetières. Je voyais même des bleuetières qui disaient venez cueillir gratuitement. Là. Les facteurs qui influencent la récolte de bleuets sont, oui, habituellement d'ordre naturel, c'est-à-dire on a eu un gel, on n'a pas eu assez d'insectes pour polliniser, il a fait trop sec en juillet, tu sais, c'est tous des facteurs qui entrent en ligne de compte. Cette année, là, pourquoi est-ce que c'est qu'on a une récolte plus belle? À cause du fait qu'il n'y avait pas de bleuet dans les endroits? Non, il paraît qu'il y avait du bleuet dans les endroits où... Mais là... Il n'y a plus personne qui va aller cueillir du bleuet. Alors, c'est pour ça que tu te ramasses. On parle, je pense, 50 de moins. À certains endroits, on parle de 50 oui, je pense qu'il y a eu des facteurs à caractère naturel qui ont entré en ligne de compte, là, mais globalement,
le gros du problème, c'est qu'on en est rendu au fait qu'il n'y a plus personne qui va aller cueillir du bleuet. Alors, si tu n'as plus personne qui va aller cueillir... Je sais, en forêt, là, je n'en ai pas vu. Des cueilleurs ou des bleuets? Je dois dire qu'il y a eu de la difficulté avec des bleuets à un moment donné, mais à un moment donné, ils ont bleui plus tard. Oui, mais moi, j'ai des framboises chez nous, puis c'était la même affaire. On avait à peu près 2 semaines de retard sur les années. Au moins, il paraîtrait qu'il y aurait des changements climatiques quelque part dans l'air. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça a une influence. Mais indépendamment de ça, il reste que le gros du problème, je pense qu'on va se ramasser avec des récoltes qui sont peut-être amoindries. C'est quoi les solutions, à un moment donné? C'est de quoi d'engager? Il y a fort probablement... en bleuetière, je pense que la mécanisation va entrer de plus en plus. Ouais. Elle est déjà pas mal présente. Oui, et la mécanisation va donc s'entrer. Même si actuellement, c'est pour beaucoup un des gros points là, qui fait en sorte que tu as des... Puis, en forêt, c'est drôle à dire, mais... Oui, mais en tout cas... Hey, pour aller en forêt, là, au prix de l'essence, là, à 1,20 du litre, là, il faut que tu pour aller... bleuet, là. Hey, il faut que tu en ramasses du bleuet, là. Puis là, tu peux pas... L'utilisation de la mécanisation en forêt, là, il n'y a rien de sorti trop. Alors, le bon vieux peigne... là, mais ça coûte aussi cher d'huile à mouche que d'essence. Aussi. Fort pas mal. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que le coût pour aller en forêt, pour aller ramasser, par rapport à ce que tu vas avoir pour le... C'est sûr que c'est entre autres, du bleuet biologique. Lui, il n'a pas grand insecticide qui va dessus. Là. Il y a peut-être d'autres choses, mais il n'y a pas grand insecticide qui va dessus, ton bleuet. Alors, ça permet de pouvoir d'avoir une forme de garantie à 100% biologique, hein, mais puis ça a donc un marché pour ça. Là. Oui, c'est ça, mais je veux dire... Tu ne vends plus de bleuets trop, semble-t-il, au Japon, s'il n'est pas trop biologique. C'est-à-dire que les gens bleuetières sont obligés de retourner aux bonnes vieilles méthodes de la nature pour pouvoir être en mesure d'avoir leur production. Tous les agriculteurs vont être obligés de faire ça. Déjà, de plus en plus, c'est là-dessus que c'est ça. Alors, oui, mais c'est quand même dommage, parce que l'importance économique de la cueillette du bleuet, quand même, en région, est quand même là, OK? Ça a un apport important. Et le fait que tu aies la moitié de ta récolte par rapport à l'année dernière, de la cueillette, c'est vraiment plus la cueillette, là, et non pas nécessairement la présence ou la production. Super. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Sainte-Élisabeth-de-Proux. Hein? Ben, on va en parler, non, mais parce que il y a une église là-bas, pour ceux qui ne savent pas, même si c'est un territoire non organisé. C'est ça. Mais là, on vient de désacraliser l'église, mais je pense que les citoyens du TNO ne veulent pas perdre leur église, même si elle est désacralisée, donc on n'a plus le droit de célébrer de messe là. Est-ce qu'il y en avait encore? Ou, à ma connaissance, il devait y avoir là, quelques activités à caractère religieux qui se passaient dedans. Mais en désacralisant, c'est comme quand on a fait ici à Saint-Jean-de-la-Croix, quand on a désacralisé l'Église, c'est donc à dire qu'on enlève, entre autres, le ciboire dans le tabernacle. On t'a demandé de ne pas sacrer en nom. Oui, je sais, mais c'est que tu veux, je te dis. C'est demain que ça s'appelle. Qui sont dans cette église. On le retire symboliquement. Là. Donc, ça fait en sorte qu'on descend. On n'y a plus. Le lieu n'est plus consacré à l'activité exclusive. Qu'on a une idée de qu'est-ce qu'on veut faire avec? Ou... Actuellement, je ne sais pas. Écoute, ces projets-là sont habituellement revendus par la fabrique, mis en vente par la fabrique pour que les collectivités... On sait qu'est-ce qui se passe avec tout ça. Là. Regarde, à Saint-Stanislas. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas nécessairement désacralisé l'Église, mais membre et fidèle, mais on a gardé un endroit où ça se fait. Par contre, ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis à la municipalité de l'acquérir pour $1 et de faire des activités à l'intérieur qui amènent d'autres choses, entre autres du cinéma, des restaurants. Des lieux de rencontre. Des lieux de rencontre pour pouvoir être en mesure de conserver. Il y a aussi beaucoup de questions sur le patrimoine bâti
Ça, on en a parlé souvent. Exact, aussi, hein? Qui entre encore en ligne de compte là-dessus. Fait que fort probablement que oui, on vient donc de faire une étape dans la réutilisation de ce bâtiment-là. Et qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. Rapidement, un dernier sujet, élection partielle à Normandin. Il y a un conseiller qui avait quitté pour des raisons professionnelles. Et là, on a 3 candidats quand même hein, pour une partielle à Normandin. C'est intéressant. M. Denis Bourgault, Mme Claudette Quentin, M. Bertrand Grondin, qui vont s'affronter pour devenir conseiller municipal. Est-ce que tu te souviens de la date où il va y avoir... Je l'ai vu passer, mais honnêtement, ça, moi aussi, je ne me souviens pas quand est-ce qu'ils vont le faire. Mais le fait qu'on ait 3 candidats, je pense que c'est ça qui est important de voir. Oui, on dit souvent de fois, la démocratie locale, il n'y a plus personne qui veut s'en occuper, on a donc bien de la misère à avoir des candidats et des candidates. Bien, là, il y a quand même des enjeux, parce que, bon, tu regardes les gens qui se présentent, ce sont les gens qui ont des intérêts, entre autres, à être, oui, conseiller municipal, mais aussi avec des préoccupations, OK, qui sont peut-être là aussi différentes. Or, ça permet de faire en sorte que ces préoccupations-là redeviennent à la table du conseil comme étant des éléments sur lesquels on devra se pencher, que le conseil devra se pencher. Moi, je trouve ça sain, je trouve ça intéressant de voir 3 candidats et 2 candidats et une candidate là, qui s'affrontent à l'élection partielle. Il y a un phénomène aussi à Normandin de mémoire. Depuis le tournant de l'an 2000, on a dû recourir à des élections partielles, je pense, à tous les mandats. Ah oui? Il y a des questions où il y a eu de la mortalité d'un, il y a eu aussi le retrait d'un autre, d'autres pour des raisons professionnelles ou des raisons familiales. C'est donc à dire que, oui, la vie politique dans une municipalité, c'est fort probablement intéressant, mais aussi prenant. Oui, ça demande du temps. Mais comme c'est prenant, oui, c'est ce qui peut-être favorise là, le fait qu'on ait des départs peut-être plus réguliers. Merci beaucoup, Jules. C'est déjà terminé pour cette semaine. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour cette édition de Qu'en pensez-vous? Soyez avec nous la semaine prochaine. On continue de parler d'élections et de tous les enjeux de la MRC Maria-Chapdelaine. On vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à toi aussi, Jules. Merci d'avoir été des nôtres. À la semaine prochaine.